Un des premiers plans, ou même le premier plan de ton film que nous avons vu hier, Flore, ce sont des jeunes qui manifestent en rue, agitant des pancartes et scandant un slogan « This is what democracy looks like ». C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la démocratie comme fil rouge de mes conclusions. J'ai décidé ça hier soir et cette nuit. La libre de ce matin n'y est pour rien. Désolé, mais ça montre que les grands esprits se rencontrent. Je suis d'autant plus attaché à la démocratie que dans mon métier, j'enseigne exactement son contraire. En effet, je suis professeur d'histoire byzantine et d'institutions byzantines. L'histoire d'un empire de plus de 1000 ans, complètement centralisé, dirigé par un empereur qui décide de tout, considéré comme le représentant de Dieu sur terre, et où la seule manière de limiter le pouvoir d'un empereur consiste à l'assassiner. C'est Byzance. Ça ne vous fait pas rêver? Non, évidemment, parce que nous préférons tous la démocratie malgré toutes ses imperfections. Au cœur de la démocratie, il y a la question de la décision et le processus de prise de décision. Qui décide quoi et comment? Ces sujets ont été présents dans les exposés quasiment tous, explicitement ou implicitement aujourd'hui. Isabelle Ferreras a parlé de démocratie et de gouvernance d'entreprise. Guillaume Pitron a parlé de l'enjeu d'animation des acteurs de la boucle du circulaire. Il a dit que s'interroger sur les modèles économiques du numérique, sur la priorité des usages et la neutralité du web, sur les bons et les mauvais usages du web, ce sont des questions éminemment politiques. Il a aussi parlé de l'articulation entre démocratie et régulation des réseaux sociaux. Et Gaël Giraud, en parlant des banques et des banques centrales, a dit que la création et l'allocation de la monnaie devraient être discutées démocratiquement et que la décision de rendre des biens soit de privés, soit de clubs, soit de publics, soit de communs est une décision éminemment politique. Bon, pour le reste, je vous mentirai en disant que j'ai tout bien compris. J'ai bien percuté les lettres grecques dans les formules mathématiques. Et naturellement, la redécouverte du code justinien dans l'Italie du XIe siècle et la réforme grégorienne, ça j'ai très bien compris aussi. Et Pierre-Henri Tavoyot a en fait relevé le défi de reconstruire la démocratie en 40 minutes. J'ai choisi la démocratie comme ville rouge, non seulement parce que je me doutais bien que ce serait présent dans tous les exposés, mais parce que c'est évidemment en filigrane du thème de la régénération. La régénération, il ne suffit pas d'en parler. Il faut la mettre en œuvre. Il faut prendre des décisions qui rendent cette régénération possible. Comment? Là, un petit regard rétrospectif sur transmutation n'est pas inutile. Il y a 13 ans maintenant, puisque Stanislas vous a rappelé dans son introduction que ceci est la 13e édition, Transmutation partait du constat des transformations profondes de notre société et de la nécessité de changement. Au début, reconnaissons-le, nous nous sommes contentés de penser le changement. 2010, performance et bonheur. 2011, sens et connaissance. 2012, valeur et volatilité. 2013, audace et résistance. Ça restait quand même encore conceptuel, sinon éthéré. Et puis nous avons été rattrapés par l'urgence climatique, dont on a énormément parlé aujourd'hui. 2019, mutation ou effondrement, c'est autre chose. Effondrement, thème qui était présent dans l'exposé de Gaël Giraud. Vous voyez que j'ai bien suivi. Et puis nous avons été traversés aussi par de nouvelles urgences, bien que d'une autre nature que l'urgence climatique. Je pense au Covid au cours des 2 dernières années, dont il a fallu apprendre à sortir. Transmutation 2021, le sens de la relance. Vous voyez qu'on suit l'actualité. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Dans son introduction, Stanislas a énuméré toutes les urgences qui sont face à nous. Covid, Ukraine, climat, énergie, immigration, alimentation, eau, biodiversité, tensions politiques et sociales. Covid et Ukraine, puisque ce sont les deux dont on a beaucoup parlé ces dernières années, que nous apprennent ces 2 crises à nous ici avec notre sujet d'aujourd'hui. Covid, 3 leçons. 1, ce genre d'épidémie peut arriver et arrivera encore. 2, nous n'étions absolument pas préparés. 3, nous avons pu prendre des mesures et adopter des comportements qui nous auraient paru impossibles et inacceptables en temps normal. Ukraine, 3 leçons. Ce genre de guerre peut arriver et arrivera encore. 2, nous n'étions pas préparés. 3, nous avons pris des mesures
mais qui n'ont pas entraîné de modification de nos comportements. Pourquoi? Probablement parce que la guerre nous paraît lointaine, parce que nous ne nous y battons pas, nous n'envoyons pas nos enfants sur le champ de bataille, nous nous contentons d'envoyer des armes pour que d'autres que nous se fassent tuer avec, et parce que nous pensons que le politique va compenser les effets négatifs de cette crise, c'est-à-dire la hausse des prix. En fait, nous attendons une coupure de grâce drastique pour prendre vraiment la mesure de ce qui se passe. La conclusion, c'est que réfléchir au changement, penser le changement, ne conduit pas nécessairement au changement lui-même. Ça me fait penser à une phrase de Meleti dans le film de Flore, lorsqu'elle est aux Nations Unies. Meleti dit « Change is not coming fast enough ». Change is not coming fast enough. On ne pourrait pas dire plus vrai. Il faut agir, absolument, maintenant. Nous l'avions anticipé à Transmutation 2020, passion à l'acte, passons à l'acte. Deux grands dangers sont devant nous. La crise climatique, environnementale, extinction des espèces, modification des productions agricoles, migration climatique et économique, tout ça ensemble, on sait de quoi on parle. Pensez à Gaël Giraud qui nous a montré cette carte hallucinante, représentant les pics de chaleur, humidité à la fin du XXIe siècle, rendant plusieurs régions du globe fortement habitées, plus de 3 milliards d'habitants, totalement inhabitables. Et puis la crise politique, la crise du politique ou de la politique, et beaucoup d'exposés aujourd'hui y ont fait référence. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais un peu d'histoire, c'est toujours utile. Le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne dans les années 20 et 30 se sont mis en place, se sont développés et ont abouti à la mise en place de dictatures et au déclenchement de conflits. Pourquoi? Parce que la situation à l'époque, c'était le constat de l'incapacité des systèmes démocratiques à répondre aux attentes et aux besoins des gens. Les populations, totalement désabusées, se sont tournées vers ceux qui leur promettaient des lendemains meilleurs, quitte à perdre en liberté. La désillusion a conduit les populations à accepter de perdre tout ou partie de leur liberté en échange des décisions que les systèmes démocratiques n'avaient pas été capables de prendre. C'était un leurre, évidemment, qui a conduit à des millions de morts. Que la menace populiste soit un péril ou un défi, pour reprendre la question de Pierre-Henri Tavoyot, il n'en reste pas moins qu'en Europe, nous en sommes très exactement là aujourd'hui. Isabelle Ferreras a bien expliqué comment la démocratie est épuisée, comment le système politique n'est plus en mesure de faire face aux défis. Pierre-Henri Tavoyot aussi nous a expliqué très clairement que la démocratie est un régime incompréhensible, absurde et déceptif. Déception. Déceptif. Flore a donné des chiffres, 75% des moins de 30 ans, etc. Que ce soit un peu moins de pourcent, ce n'est pas grave, c'est de toute façon énorme. Le pourcentage de la population, et surtout des jeunes, qui croient que c'est foutu ou qui sont angoissés, c'est énorme. Pouvons-nous alors encore avoir un regard positif? Bien sûr, on peut toujours essayer de voir un peu de lumière dans la grisaille, en disant par exemple que le mystère de la démocratie, c'est que ça marche quand même un peu. Ou en disant, puisqu'on a parlé du cloud, du nuage informatique avec Guillaume Pitron, qu'il y a toujours du soleil derrière les nuages. C'est vrai. Comme il y a toujours de la terre ferme au fond de la mer, mais c'est peu réconfortant pour celui qui se noie. Ce qui nous renvoie en fait aux aventures du baron de Munchausen racontées par Pierre-Henri Tavoyot. Pour éviter le pire, il faut passer par des décisions. Les décisions, un des 4 éléments indispensables de la méthode démocratique, qui demande du courage, évidemment. Décision, oui, mais quand? En introduisant Guillaume Pitron, Gaëtan a fait allusion à au travail d'anticipation de Guillaume Pitron, présentant l'année 2043, une année où la planète serait devenue green. Malheureusement, ce n'est qu'une anticipation, et en plus, il l'a bien dit, c'est un mirage. Donc ce n'est pas la bonne échéance. On nous parle d'élévation des mers à l'échéance 2100. On nous parle de réduction des gaz à effet de serre à l'échéance 2050. Et Gaël Giraud a dit que dans le modèle de Meadows, il y avait un scénario de collapse en 2050. Mais
probablement qu'à part les jeunes de 40 under 40 qui sont là-bas à la table 25, 2050, on ne se sent plus assez concerné. Alors on ne fait rien, ou pas assez. Il y a d'autres échéances. 2032, donc ça c'est l'année où Guillaume Pitron a proposé que Transmutation le réinvite. Ce qui est d'ailleurs une très bonne idée, et que je soutiens. Et puis il y a 2030. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en 2030 ? Bon, franchement, le bicentenaire de la Belgique. Et naturellement, vous me connaissez comme historien, je ne peux pas être insensible à la célébration d'un événement historique. Même si projeter la Belgique en 2030 relève en partie du wishful thinking. Comme si nous voulions nous convaincre de sa pérennité en anticipant qu'elle soit encore là dans 8 ans. On va certainement y consacrer beaucoup d'argent, peut-être même en gaspiller un peu. Nous sommes en Belgique, mais soit. Ne pourrions-nous pas être un peu plus ambitieux ? Faire de la Belgique en 2030 un modèle pour le monde, le modèle d'un pays qui aurait pris la mesure des enjeux et qui aurait adopté des décisions drastiques de changement de comportement et de fonctionnement. Vous allez me dire que je rêve. Je ne suis pas naïf, la Belgique n'est pas une île isolée au milieu de l'océan, même si avec la montée des eaux, une partie du pays pourrait bien le devenir. Mais n'attendons pas que les autres fassent autour de nous ce que nous devons faire nous-mêmes, c'est la leçon de Satish Kumar. Rêvons que nous soyons capables, en sortant d'ici ce soir, tous de prendre des décisions, chacun dans notre sphère d'activité, des décisions drastiques, pas cosmétiques ou marginales. Qu'est-ce que j'appelle par décision cosmétique ou marginale ? L'histoire des panneaux photovoltaïques. Outre la calamiteuse gestion publique de ce dossier, reconnaissons quand même que nous plaçons souvent des panneaux photovoltaïques pour payer moins, pas pour consommer moins. Et d'ailleurs, parce que nous payons moins, bien souvent nous consommons plus. Alors que ce dont il s'agit, c'est consommer moins. Ce qu'il faut, c'est du moins. Je fais allusion à la consommation raisonnée des ressources appelée de ses voeux par Guillaume Pitron, à tout ce qu'a dit Satish Kumar il y a un instant. Nous savons à Transmutation, parce qu'au cours des années, nous avons invité de nombreux spécialistes de neurosciences qui nous ont expliqué que notre cortex reptilien nous pousse immanquablement à la recherche d'une satisfaction immédiate, source de plaisir. La question alors est, comment faire de l'effort énorme qui nous est demandé, auquel nous devons nous astreindre, une source de plaisir sans être complètement masochiste? Eh bien, la réponse est dans le discours de Satish Kumar. C'est la recherche de l'harmonie, la recherche du contentement, la pratique du sourire. La réponse est aussi dans le film de Flore Vasseur. Ces 7 jeunes qu'elle nous montre ont changé leur vie. Souvent, ils ont été forcés de la changer. Ils l'acceptent, ils l'assument. Ils décident de changer la vie des autres et ils en retirent une joie profonde, et intense et immense. C'est ce qui m'a le plus frappé dans ce film. C'est le sourire sur les visages de ces jeunes qui ont été contraints de faire quelque chose qui était tout à fait différent de ce à quoi ils avaient pensé au départ. Bigger Than Us. Dans le film, je ne sais plus si c'est Winnie ou Memory, Flore, une des deux, je crois, dit « There is always a bigger you in you ». Il faut libérer ce plus grand que nous, ce meilleur de nous qui est en nous. Ça fait un peu référence aussi à ce que Pierre-Henri Tavoyot a dit, la démocratie doit permettre de grandir ensemble. Et peut-être que finalement la démocratie, c'est ça, c'est d'être ce régime qui permet à chacun de nous, individu ou organisation, qu'on soit entreprise, administration, association, parti politique, université, haute école, que sais-je, de libérer cette partie de nous qui est meilleure en nous. À ce prix-là, 2030 est à notre portée et le rêve peut devenir réalité. Alors rendez-vous à Transmutation 2023, 2024, 2025, jusque 2030. D'ici là, je vous souhaite à tous une existence moins dangereuse que celle d'un empereur byzantin, mais surtout une existence démocratique dans la décision et dans l'action. Bonne fin de journée à tous.